Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux en ce milieu d'après-midi. Alors c'est vrai que le repas est déjà loin et donc normalement vous êtes complètement réveillés. Et le dîner n'est pas encore suffisamment prêt que vous le soyez partis. Néanmoins, je suis complètement convaincu que le sujet dont nous allons traiter, et pour lequel d'ailleurs nous avons publié un rapport très récemment, et qui est d'ailleurs accessible évidemment sur nos sites et sur les réseaux sociaux. Ce rapport a déjà été longuement retweeté depuis ce matin. Bon, c'est un sujet qui vous passionne, ou doit vous passionner. Ce qui est en jeu, c'est, au-delà du cyber-risque, au-delà des conséquences potentielles de ce cyber-risque sur nos entreprises, selon le World Economic Forum, c'est la résilience de nos entreprises. C'est-à-dire que, peut-être qu'il ne s'agit pas d'effrayer outre mesure, mais ce qui est potentiellement en jeu, c'est bien la survie de nos entreprises. Et donc, de facto, ceci doit intéresser nos comités de direction générale au minimum, et nos comités exécutifs certainement, mais nos boards également. 440 milliards US, dollars US, c'est l'impact estimé de ces attaques et de ces, je dirais, dommages causés par les cyberattaques. Donc c'est un sujet majeur. Ce que je dois aussi vous dire en introduction, c'est qu'évidemment le CIGREF n'a pas attendu, je dirais, cette montée en puissance du cyber-risque pour s'intéresser au sujet depuis de nombreuses années. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Néanmoins, on est très impliqué sur ce sujet. On a notamment, il y a quelques temps, je crois que c'était en 2012 ou 2014, lancé avec Futurible une grande étude prospective sur le sujet. Donc la cyber et les entreprises à l'horizon 2020, laquelle étude a été souscrite par nombre de grandes entreprises du CAC 40 et qui a été aussi largement commentée. On a eu une autre initiative que j'avais d'ailleurs annoncée aux assises il y a quelques années, ça devait être en 2013 ou 2014 également, qui a été de créer un Serious Games à destination des collaborateurs de nos entreprises, qui lui aussi a été financé par 42 grandes entreprises, membres du CIGREF, et qui est largement utilisé dans nos entreprises et qui vise effectivement à sensibiliser nos collaborateurs, nos équipes, parce qu'il est clair que le cyber-risque, ça n'est pas uniquement, clairement, un sujet de technologie, c'est aussi et beaucoup, souvent, un sujet de comportement et d'attitude par rapport à l'usage quotidien qui est fait des systèmes d'information. Puis troisième sujet que je voudrais citer, la Hack Academy, qui est donc cette série de vidéos qui ont été largement publiées sur les réseaux sociaux et aussi sur un certain nombre de chaînes de télévision et qui visent là à sensibiliser le grand public, et ce qui inscrit bien chez notre action, quelque part représentant des grandes entreprises, mais aussi des citoyens et quelque part ayant à cœur de sensibiliser le public à ces problèmes et d'aider effectivement à mieux maîtriser les conséquences. Dernier sujet que je vais évoquer avant de, évidemment, rentrer dans le vif du sujet de cette table ronde, la formation que nous avons lancée il y a maintenant 7 ans, je crois. Je crois que c'est la 7e session, je regarde Jean-François qui était effectivement là à l'initiative. Formation qu'on a lancée avec l'INEGI, l'Institut National des Hautes Études de Sécurité et Juridique, qui, je dirais, a remporté un très, très vif succès, puisqu'elle a formé, d'ailleurs j'en vois dans la salle, un certain nombre de nos cadres supérieurs, de nos dirigeants ces dernières années, et qui, encore une fois, rencontre un très vif succès. J'invite tous ceux que ça intéresse à regarder notre site, parce qu'il est encore temps d'inscrire quelques collaborateurs. Alors maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est clairement, je dirais, de comprendre ce que le comité exécutif a à connaître, ce que le comité exécutif a à faire, et comment on peut le mobiliser quand il ne l'est pas déjà sur ce sujet du cyber-risque. Et c'est l'objet aussi d'un groupe de travail qui a été dirigé par Jean-Jacques Touret, qui est donc le responsable cyber. Alors, une précision, c'est Jean-Jacques Tour, il n'y a pas d'accent, je suis désolé. Pardon. Non, c'est pas grave. Et ensuite, nous aurons deux exposés
l'un par Pascal, excuse-moi ton nom, Passé, de PMU, et Jean-Claude Haroche de EDF. Et j'ajoute que Jean-Claude, il a de multiples responsabilités. Il est aussi, je dirais, membre du conseil d'administration du SIGREF, mais il est aussi président du cercle cyber que nous avons créé il y a quelques 2 ans et qui nous a permis notamment de nous entretenir avec Guillaume Poupard et avec l'amiral Coustillère et avec notre préfet, quand le cyberpréfet La Tournerie par exemple. Donc on a de multiples interventions dans ce cadre. Jean-Claude nous parlera là plutôt d'EDF et de son expérience quant à la mobilisation du COMEX d'EDF. Voilà, Jean-Jacques. Merci. Donc Jean-Jacques Tour, oui, comme je disais, donc RSSI pour le groupe Total, et donc j'ai animé ce groupe de travail cette année. Groupe de travail qui avait pour nom la cybersécurité dans la gouvernance de l'entreprise, et avec un sous-titre, si l'on peut dire, la SSI est-elle un sujet de COMEX, avec un point d'interrogation. Les risques en matière de cybersécurité sont croissants. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Vous rappeliez effectivement des chiffres absolument astronomiques, de plus de 400 milliards de dollars de coûts de cette cyber liée à la cyberinsécurité, si l'on peut dire. C'est une menace qui est clairement internationale, qui est multiple, qui est structurée, qui est sophistiquée, complexe, et qui va effectivement qui va croissant. C'est un sujet qui, en plus, enfin depuis maintenant un certain nombre d'années, devient très présent dans la société. Même, je dirais qu'il y a quelques années, enfin il y a quelques dizaines d'années, c'était un sujet, j'allais dire presque de spécialistes. On en parlait entre informaticiens du dernier virus qui nous a posé des problèmes. Là, maintenant, c'est un sujet qui est abordé à des niveaux étatiques. C'est abordé au niveau du grand public, dans l'actualité. Et c'est même, dans certains cas, des sujets de films à succès. Enfin, je pense à un des derniers James Bond, qui était tout à fait intéressant sur le sujet, qui est un très bon film par ailleurs, et qui aborde effectivement le sujet de la cybersécurité. C'était pas le cas ça précédemment. Donc tout ça, c'est vrai, effectivement, le risque est là, on est au milieu de cet environnement-là, et en même temps, je dirais, je parle là en tant que RSSI, je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle. Je dirais, on fait un peu le constat en se disant, et c'est pour ça qu'on a créé ce groupe de travail, finalement, est-ce que tout ça est traité au bon niveau dans les entreprises ? C'est-à-dire qu'il y a un peu une sorte de complainte du RSSI qu'on peut entendre ici aux assises le soir. Vous voyez, on se dit, oh là là, mais en fait, on se rend compte qu'on vit dans un monde qui est dangereux, je veux dire, cette menace qui est croissante, la législation aussi qui commence à en rajouter un peu sur le sujet, la LPM, GDPR au niveau des données personnelles, et puis en même temps, ce constat parfois, pour certains, que effectivement le sujet n'intéresse pas ou intéresse très peu les cadres dirigeants d'une entreprise. Et donc il y a quelque part un peu cette difficulté, et c'est ce sujet-là qu'on a voulu traiter dans le cadre de ce groupe de travail. Alors c'est vrai que le métier du RSSI est pas simple, parce que d'un côté on a cette perception de cette menace croissante, et puis d'autre côté on a une offre commerciale qui est absolument hallucinante. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à voir ici à côté, vous avez 150 stands, l'événement, le RSA Summit là, qui a eu lieu aux États-Unis, il y avait 750 stands, 750 fournisseurs qui venaient proposer des solutions. Donc tous ces gens ont construit, bâti, vendent des solutions intelligentes, bien évidemment, qui répondent à des besoins, et le RSSI il est là-dedans, en train de se dire, finalement, qu'est-ce que je fais, quoi, j'ai cette menace, j'ai des tas de gens qui me proposent des solutions, et puis de l'autre côté, des cas dirigeants qui me disent, écoute, ne casse pas trop les pieds avec ton histoire. Et c'est un peu ce sujet-là qu'on veut éclairer, et je dirais que c'est vrai que la SSI a une forte dimension technique. On peut pas le nier. Je veux dire, les problèmes liés au cloud, à l'IAM, les problèmes de SOC, les problèmes de sécurité des systèmes d'information industriels sont des problèmes complexes, qui sont pas simples, qui sont pas faciles à aborder. Néanmoins, le constat qu'on a pu faire, c'était que globalement, on va dire, c'est un sujet qui est trop souvent, en fait, et qui reste trop souvent un sujet d'experts. Et je pense qu'on a là, quelque part, un peu une partie de la réponse à la question qu'on s'est posée au début.
Alors, je reviens un peu sur le groupe de travail. Donc, on a eu de nombreux participants. On s'est réunis 4 fois durant l'année. Certains sont dans la salle. Je les remercie d'avoir contribué à cet exercice. On a eu des retours d'expérience donc de RSSI qui nous ont parlé de leurs succès ou de leurs insuccès en la matière. Des cadres dirigeants aussi qui sont venus nous donner leur point de vue. C'est intéressant, un peu décoiffant parfois, pas exactement ce qu'on attendait. Et puis également, on a voulu avoir une ouverture, notamment sur la gestion des risques. On a fait intervenir l'AMRAE, qui est venu nous parler de ces sujets-là. On a parlé aussi au niveau des conseils d'administration. On parle de comité exécutif, mais on a le conseil d'administration qui est effectivement au-dessus. C'est un problème qui est de plus en plus perçu, qui peut être de plus en plus perçu à ce niveau-là. Et également la dimension juridique du sujet. Alors finalement par rapport à tout ça, une fois que je vous ai dressé un peu ce bilan, bon, à quel résultat on est arrivé? Moi je pense qu'il y en a un majeur, je veux dire pour être simple, on a publié un rapport là effectivement d'une dizaine ou une quinzaine de pages où il y a pas mal de choses à l'intérieur. Mais je dirais s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que je pense le bon axe pour traiter ce sujet-là, c'est à travers l'analyse des risques numériques au niveau d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les risques numériques, effectivement, trouvent leur place dans la cartographie des risques d'une entreprise. Il n'y a pas d'entreprise que je connaisse, qui ne se pose pas la question, que ce soit des start-up, que ce soit des grandes entreprises, je dirais internationales, il n'y a pas d'entreprise qui ne va pas se poser, pas de dirigeant qui ne va pas se poser la question de quels sont mes risques. Je veux dire, on se pose toujours la question. C'est des risques commerciaux, c'est des risques de marché, c'est des risques sur les produits, c'est des risques législatifs. Et le risque numérique, il doit pouvoir trouver sa place, je dirais, dans cet ensemble. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important. Et quand je parle de risques, il n'y en a pas des centaines, des risques numériques. On ne va pas parler du risque sur le firewall, machin, qui va laisser passer telle et telle chose. Non, c'est les risques à un niveau global, au niveau de l'entreprise, et finalement de se dire, quels sont mes risques ? Est-ce que j'ai des risques liés à mes systèmes d'information ? Difficile de répondre non, parce que je pense que maintenant toute entreprise dépend des systèmes d'information. Ceci étant, la réponse, elle est peut-être à nuancer en fonction, effectivement, du domaine d'activité, de la sensibilité, quelque part, à ces systèmes d'information. Et donc là, j'arrive sur un autre point sur lequel je voudrais insister, donc l'analyse de risque. Et le deuxième constat qu'on a pu faire, c'était sur la diversité des réponses. C'est-à-dire que la réponse, elle n'est pas universelle. Ça dépend beaucoup du domaine d'activité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution pour l'ensemble des entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information et de traitement des risques numériques. Parce que ces risques-là, ils sont variables, ils ne sont pas les mêmes, effectivement, d'une entité à l'autre. Alors, il y a quand même un socle, on va dire, minimum. À ce niveau-là, on peut parler d'hygiène informatique. Je dirais que il faut assurer quand même un certain nombre de fonctions de base. On a des catalogues là-dessus, d'ailleurs, de mesures d'hygiène informatique qu'on peut mettre en place. Ça, c'est très vrai. Par contre, ensuite, il y a toute une dimension qui est beaucoup plus variable et qui va être fonction, effectivement, de l'activité de l'entreprise. Et donc, pour certaines entreprises, par exemple, la protection des données personnelles va être un élément clé, parce que l'entreprise en manipule énormément, que c'est des données sensibles, ainsi de suite. Pour d'autres, ça va être plutôt le risque lié au système d'information industriel. Toutes les entreprises n'ont pas des systèmes d'information industriels. Dans certains cas, je parle de Total, je veux dire, pour nous, on a eu un recentrage, je dirais, ces dernières années, en disant, vous êtes bien gentils avec tous vos travaux sur le système d'entreprise, mais moi, ce qui me préoccupe, ça je parle au niveau de notre comité exécutif, c'est les systèmes industriels. Parce que là, on a des risques au niveau de l'entreprise qui sont majeurs. Ça, c'est un exemple. Ça peut être des problématiques de conformité. On a des domaines d'activité, par exemple, où la législation est très présente. Je pense à la banque, je pense à l'assurance, les jeux. On en parlera après. Et là, on peut avoir des risques, effectivement, à ce niveau-là. D'autres entreprises vont être très sensibles à la supply chain. C'est-à-dire que quelque chose qui s'arrête, quand on est dans le domaine de la grande distribution, par exemple, ça peut être dramatique. C'est les revenus de la société qui s'arrêtent. Et ça, c'est pas valable pour tout le monde. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est que, du coup, tout n'est pas à protéger. Donc il faut effectivement pouvoir faire ce travail qui est pour moi fondamental, donc de faire des analyses de risques avec les métiers, avec une direction des risques si elle existe. C'est pas toujours le cas. Enfin bon, je veux dire, il y a des directions des risques qui existent, les directions audit et contrôle interne, les directions juridiques, de façon à identifier effectivement quels sont les risques pertinents au niveau des métiers. Et une fois qu'on a identifié ces risques-là, qu'on les a fait valider effectivement en disant effectivement ça c'est un risque important pour la société, et bien là,
je dirais, on a quelque part résolu le problème, parce que la problématique de l'affectation des moyens, dont on peut se plaindre parfois en disant personne ne m'écoute, moi j'ai des projets, mais on me donne pas d'argent, je peux pas les faire, tout le monde s'en fout, pour parler un langage un peu plus cru. Et ben, du coup, si le risque il est perçu comme étant effectivement un risque important au niveau de l'entreprise, dans ce cas-là, les moyens ils pourront se débloquer. Par contre, il faut accepter que parfois il y a des risques que peut-être nous on identifie en tant que RSSI en disant ça c'est super important, il faut vraiment faire telle et telle chose, il faut mettre tel produit à tel endroit et tout ça. C'est peut-être pas forcément si pertinent que ça pour l'entreprise. Et il faut bien voir que le rôle d'un manager, le rôle d'un patron, c'est de décider de l'affectation de moyens financiers. Lui, en permanence, qu'est-ce qu'il fait? Il gère des risques et puis effectivement, il va dire je décide d'investir X millions, X dizaines de millions de dollars, d'euros sur tel sujet plutôt que sur tel autre. Et donc, il faut effectivement apporter des arguments pertinents, valables, percutants par rapport au fait d'investir sur la sécurité. Et pour moi, je dirais nous, dans le cadre de ce travail qu'on a pu mener, effectivement, l'approche par les risques, effectivement, permet de débloquer ensuite des moyens. Alors ça peut être des moyens pour faire des projets en matière de sécurité des systèmes d'information. Là, on retourne voir les fournisseurs et puis on va aller acheter tout un tas de produits et qu'on va mettre en œuvre. Ça, c'est très bien. Ça peut être des projets de sensibilisation aussi. Pas sous-estimer aussi les projets de tout ce qui est exercice de crise, se préparer effectivement à des difficultés avec les dirigeants de l'entreprise. Et ça, on mobilise les dirigeants de l'entreprise sur des exercices de crise à partir du moment où ils considèrent qu'effectivement le risque est un risque important. Je veux dire, si vous leur parlez d'un risque qui, à leurs yeux, effectivement, n'a pas beaucoup d'importance, vous êtes sûr de ne pas les avoir, effectivement, dans votre travail. Donc, je reviens un peu au fait de l'importance d'avoir ces analyses de risque. Donc, globalement, on peut se définir effectivement une cible de sécurité au niveau de l'entreprise et il faut que le risque numérique soit positionné dans l'ensemble des risques d'une entreprise. Et ça, toutes les entreprises gèrent des risques, comme je disais, des start-up aux grandes entreprises. Et à partir de ce moment-là, on est capable de transformer ça en un traitement qui permet de réduire ces risques. Voilà, donc c'est résumé en quelques minutes. 10 minutes à peu près, le résultat de ces quelques groupes de travail. Alors je vais passer la parole à Pascal, qui a participé effectivement à ces travaux et qui a une expérience, je pense, tout à fait intéressante sur le sujet. Intéressante, je ne sais pas, vous me le direz après. Donc Pascal Basset, moi je travaille pour le PMU, où je suis le RSSI Group, mais je suis également le DSI de notre branche internationale. Alors, avant de démarrer, j'ai envie de vous faire un petit sondage à main levée. Ça va être très rapide. Parmi vous, combien pensent que son COMEX est mobilisé sur cette question de risque numérique ou de cyber-risque? Ok, un tiers à peu près. Voilà. Voilà. Deuxième question. Qui a le risque numérique inscrit dans les risques majeurs de son entreprise? À peu près, c'est pas mal. Et dernière question, qui a réalisé des tests de cybercrise avec son COMEX? Donc, il y a du boulot. Mais voilà, ce petit sondage, juste pour rejoindre ce que disait Jean-Jacques, le papier que nous avons produit s'appelle le cyber-risque et je vais parler essentiellement de risque et un peu moins de sécurité. Tout d'abord, poser le postulat, il faut que ce soit clair pour tout le monde, et c'est la démarche que nous avons entrepris au PMU. Le cyber-risque, ce n'est pas un sujet technique. Malheureusement, je pense que certains pensent encore que c'est un sujet technique, et donc que c'est l'affaire du DSI. Ce n'est pas un sujet technique, c'est avant tout un sujet organisationnel et une question de process. Après, bien évidemment, on aura besoin de technologie, mais la technologie viendra plus tard. Et d'ailleurs, juste une parenthèse sur la place de la technologie. Trop souvent, on initie des projets de sécurité et puis on a tendance à mettre 100% de son budget sur la techno. Et puis on a oublié un peu l'organisation, un peu les process. Et au final, on finit par avoir des belles technologies, mais dont on ne fait rien. Pour revenir sur le PMU, donc tout le monde connaît le PMU, nous sommes une entreprise totalement numérique, c'est-à-dire le moindre euro généré en termes de chiffre d'affaires passe par nos systèmes d'information. Nos 10 milliards de chiffre d'affaires annuels sont totalement dépendants du système d'information et donc notre exposition au risque numérique est juste totale. Voilà, donc ça, il faut déjà le poser, puis c'est bien de se mettre d'accord là-dessus. Alors,
On a travaillé justement pour faire en sorte que ce risque soit adressé au bon niveau et qu'il ne soit plus effectivement juste pris par des opérationnels sur le terrain. Malgré tout, il y a quelques années, je vous ferai une petite chronologie. Hier, c'était simple, tout le monde se disait « ouais, mais enfin tout ça c'est de la technique, donc c'est l'affaire du DSI ». Voilà. S'il y a un problème, le DSI il n'a qu'à s'en débrouiller. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que lorsqu'on est confronté soit à une cyberattaque ou si on parle de cyber-risque ou de risque numérique, ce sont nos clients qui sont directement impactés. Après, il y a un deuxième effet qui est un peu la lame de fond, c'est que l'image de l'entreprise peut aussi être écornée. Si on parle de fuite de données clients, on connaît aujourd'hui les dégâts que ça peut faire. Et puis, dernier élément, nos dirigeants sont aussi exposés pénalement, ils sont directement impliqués. Donc le sujet, clairement, une fois qu'on a posé ces éléments-là, ça doit être clair pour tout le monde, on parle bien d'un risque pour l'entreprise et non plus d'un risque informatique. Après, une fois que je vous ai dit ça, comment on a fait au PMU? Parce qu'on a essayé d'adresser les choses correctement, plus ou moins. Donc je reviens en 2011 et je ne remonterai pas plus loin. À l'époque où je rejoins le PMU et je m'occupe de sécurité, et j'ai une discussion avec notre DIRCOM, qu'un jour il me dit « mais t'en as pas marre de parler de sécurité, tu voudrais pas plutôt parler d'autre chose, parce que sécurité, et certains disaient même sécuritaire, ça fait peur, c'est anxiogène. Il m'a dit tu veux pas plutôt parler de confiance client ». Voilà. Et on a commencé à raisonner client et à chercher plutôt de la création de valeur plutôt qu'à faire peur. 2012, l'année suivante, je crée un département que j'appelle risque numérique. Chez moi, l'organisation, elle ne s'appelle pas sécurité, elle s'appelle risque numérique. Et dans laquelle je mets, bien évidemment, la sécurité des systèmes d'information, la conformité réglementaire et la continuité d'activité. Et on voit qu'il y a effectivement des synergies entre tout ça. 2013, on continue et on décide d'investir et de systématiser l'analyse de risque numérique dans les projets et les programmes. Puisque c'est là que ça se passe. C'est au moment où on crée, où on prépare le futur, qu'il faut effectivement parler de ce risque-là et de l'adresser, ou de choisir de ne pas le couvrir, ce qui est toujours une décision d'entreprise. Et puis donc ça, on réussit à le faire avec beaucoup de sensibilisation et beaucoup de pédagogie auprès des chefs de projet métiers et IT. Et puis en 2014, on décide de lancer une démarche commune, cette fois-ci risque numérique, audit interne, juridique et direction client. Et on traite, entre autres, à ce moment-là, tout l'aspect contrat fournisseur, avoir les bonnes clauses dans les bons contrats, et c'est effectivement une affaire à traiter avec les juridiques. 2014, toujours, on décide de présenter au COMEX un plan d'audit et de contrôle global, pas simplement d'audit sécurité, d'audit informatique, mais avec l'audit interne, on présente effectivement une couverture globale de l'entreprise. Et puis en 2015, l'an dernier, on décide, avant que n'arrive le futur règlement européen, on lance un projet d'entreprise protection des données clients, et dans lequel on va aujourd'hui, bien évidemment, traiter le GDPR et être prêt pour 2018. Mais on avait déjà identifié à l'époque, et ça a vraiment été présenté comme un risque, l'asset majeur de notre entreprise, ce sont les données clients. Alors quand vous croisez cela avec la mise en place de plateformes Big Data, donc de mettre à un seul endroit vraiment tous les joyaux de l'entreprise, il vaut mieux s'en occuper. Et donc effectivement cette démarche de protection des données clients, c'est vraiment un sujet d'entreprise. Il y a en place une instance de gouvernance avec le secrétaire général, le DSI, évidemment la direction client, et je vous l'ai dit, audit, juridique et la sécurité. Et nous faisons des retours réguliers sur l'avancée de nos travaux, bien évidemment, à la direction générale. Donc tout ça, et nous y sommes enfin arrivés, le risque numérique aujourd'hui fait partie des risques majeurs de l'entreprise, et c'est un sujet porté par le COMEX. C'est pas facile, vous avez vu, ça a pris quelques années, mais une fois que nous sommes arrivés à ce stade, les choses deviennent effectivement un peu plus faciles. Alors on a eu l'occasion dans nos travaux de traiter un petit peu quelles étaient les instances de décision, quelles étaient les instances de communication, est-ce qu'on met des tableaux de bord, est-ce que vous avez un tableau de bord de sécurité pour votre COMEX? Enfin non, surtout pas. Enfin, qu'est-ce qu'on met dans un tableau de bord de sécurité pour le COMEX? On va aller les voir, on va voir la direction générale sur des grands projets métiers, et s'il y a effectivement un risque numérique, à ce moment-là il faut éclairer, il faut le valoriser en termes d'impact, et comme le fait une entreprise tous les jours, à un moment, le COMEX ou la direction générale
va décider. Voilà, ce n'est pas à moi de décider. Et donc ça, nous le faisons systématiquement dans les grands projets métiers. Et là, effectivement, il est relativement facile à ce stade des choses de trouver des financements, puisqu'on parle d'enveloppes assez conséquentes. Et si on est capable d'expliquer qu'il y a un vrai risque pour le business, derrière, s'il y a un projet d'entreprise, c'est-à-dire derrière, il y a un PNL, il y a un business plan. Et si on parle de risque numérique, il faut être capable de le montrer en termes d'impact sur ce PNL et sur le business plan. Et là, si effectivement on parle de plusieurs millions ou dizaines de millions, généralement, on n'aura pas trop de mal à trouver un peu d'argent pour faire de la sécurité, pas que technique, encore une fois, aussi organisationnelle et aussi en termes de process. Et puis, chaque année, comme je vous le disais, on essaie de montrer à notre comité de direction, dans le cadre de la restitution de notre plan d'audit, ce que nous avons couvert, et on essaie de démontrer, ou du moins de s'expliquer sur la couverture, non pas exhaustive du système d'information ou de l'entreprise, mais au moins être capable de démontrer que nous avons traité tous les assets critiques. Voilà, alors que vous dire d'autre sur le PMU au-delà de ce qu'on a fait, le sujet n'est jamais terminé. Il faut continuer, bien évidemment, à sensibiliser, il faut continuer à en parler, il faut à chaque fois et au quotidien se battre pour que cette notion de cyber-risque ne soit plus un sujet technique, mais vraiment un sujet d'entreprise. Encore une fois, il faut parler de risque. Il faut, comme je vous l'ai dit, à chaque fois on parle de risque, il faut être capable de traduire tout ça en euros. C'est pas facile, vraiment pas facile, mais il suffit d'aller discuter avec les patrons des métiers, qui ont encore une fois des business plans et des PNL. On arrive quand même assez vite à poser des sommes sur la table. Et puis aujourd'hui, il faut aussi aller plus loin, parce que nous sommes tous dans des entreprises distribuées, voire éclatées. Eh bien, il va falloir étendre toute cette notion d'appréhension du risque et de pilotage du risque aussi chez nos fournisseurs. Si je reviens sur le sujet de la donnée client, elle n'est pas toujours dans nos systèmes d'information, elle est de plus en plus chez nos partenaires et fournisseurs. Et ça aussi, il va falloir effectivement l'adresser. Et puis le dernier sujet en termes de com, malheureusement, je dirais, tous les jours, les médias nous livrent des informations que l'on peut utiliser pour sensibiliser nos comités de direction si jamais ils ne l'étaient pas. Encore. Voilà, la restitution de ce que nous faisons au PMU. Excellent, Jean-Claude. Je vais essayer, beaucoup de choses ont été dites, je vais essayer de me positionner un peu en delta pour aborder peut-être d'autres aspects de la relation à nos comités exécutifs et conseils d'administration. Pour ce qui nous concerne du côté d'EDF, puisqu'on porte ce témoignage, le cyber-risque fait partie des risques principaux au niveau du groupe, donc il est en visibilité du comité exécutif et du conseil d'administration, ce qui m'a conduit personnellement à devoir, par exemple, ces 6 derniers mois, aller une fois en COMEX sur ce sujet-là et la semaine dernière devant le comité d'audit du conseil d'administration. Alors, une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit, je ne vais pas revenir dessus, assez naturellement les COMEX et les conseils d'administration sont de plus en plus sensibilisés dans un certain nombre de très grandes entreprises parce que la réglementation, je pense par exemple à l'article 22 de la loi de programmation militaire, les concerne directement, parce qu'un nombre plus important encore d'entreprises sera concerné par la directive Nice, parce que le règlement européen sur la protection des données personnelles concerne tout le monde, et puis que dans ce paysage réglementaire, il y a un nombre de menaces qui augmente, la presse en fait état tous les jours, et que il devient de plus en plus vital pour nos organisations, entreprises, administrations, de se transformer et d'utiliser le numérique pour se transformer. La transformation numérique, c'est devenu un axe directeur d'un nombre considérable d'entreprises. Et cette transformation numérique, elle passe par une ouverture beaucoup plus grande de nos systèmes d'information et de nos réseaux, le fait que des données se circulent fortement et à l'extérieur de l'entreprise. Et j'allais dire que quand on prend le concept de défense en profondeur, où on protège le cœur du cœur, parfois, il se retrouve à l'extérieur de l'entreprise, dans le concept d'entreprise étendue. Et ça change les paradigmes, ça crée un paysage de risque qui mérite d'être pris au plus haut niveau de nos organisations. Donc je ne reviens pas sur ce sujet-là. Le deuxième aspect, qui est de dire que ça doit être traité comme un risque, oui, c'est évidemment dans une cartographie des risques, un des risques à couvrir. Mais une fois qu'on a dit tout ça, et que le petit DSI doit se présenter devant son comité exécutif ou son conseil d'administration pour aller parler de tout ça, c'est pas simple.
C'est pas simple, parce qu'en fait, vous allez, devant un comité exécutif ou un conseil d'administration, vous êtes face à des personnes dont les systèmes d'information ne sont pas le métier, le plus souvent, et encore moins les questions de cybersécurité. Donc, la question qu'ils vont se poser quand ils vont venir vous voir faire un exposé, c'est est-ce que le risque qui m'est exposé par cette personne-là, est-ce que la perception que j'ai de la façon dont il me présente les choses est juste ou pas ? C'est-à-dire qu'au bout du compte, est-ce qu'il sous-estime le risque parce qu'il veut me montrer qu'il a bien travaillé ? Est-ce qu'il le surestime parce qu'il veut que je lui donne de l'argent ? Finalement, qui j'ai face à moi ? Et ce problème-là rejoint le problème de la confiance. Et au fond, la question centrale, c'est pour la personne qui va devant un comité exécutif ou un conseil d'administration, c'est comment il peut inspirer confiance sur ce qu'il dit et sur la pertinence des mesures de couverture qu'il propose. Et là-dessus, ma conviction, c'est qu'il faut que les personnes qui sont mandataires sociaux de nos entreprises sachent à qui ils ont affaire, connaissent le parcours de la personne, sachent pourquoi la personne dit un certain nombre de choses. Par exemple, un DSI qui est passé dans les cœurs de métier et qui va dire un certain nombre de choses sur les cœurs de métier, il sera plus crédible que quelqu'un qui, par exemple, sera venu, par exemple, de l'extérieur, même si la personne qui vient de l'extérieur pourra être plus crédible sur le fait de dire ce qu'on fait est comparable à ce que font nos voisins. Voilà. Donc vous avez, en fonction des personnes qui viennent présenter ce risque, des zones de crédibilité, plus ou moins fortes, et c'est quand le DSI doit aller présenter un paysage de risque et des mesures de couverture, il doit donner l'ensemble des éléments qui permettent à ses interlocuteurs d'avoir confiance en lui. C'est un point central. Je pense que donc son parcours propre et le parcours du RSSI sont deux points clés dans la sensibilisation des COMEX et des conseils d'administration. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce qu'il présente en termes de contenu d'information soit structuré et un sens pour une entreprise, compte tenu de ses enjeux. Moi, je crois qu'il y a vraiment 3 axes qui méritent d'être explorés, en général, dans ce type de présentation, qui est l'axe le facteur humain, parce que là, c'est vraiment toute la transformation de l'entreprise qui est en cause, et ça concerne le top management, le facteur humain. Alors, le facteur humain pour gérer le risque de cybersécurité, évidemment. Le deuxième aspect, c'est quelle est la gouvernance et quelles sont les doctrines en matière de défense et de protection, et pourquoi on choisit tel type de doctrine plutôt que tel autre. Et le troisième aspect, c'est dans quelle mesure on voit ce qui se passe et on est capable de réagir vite, avec les exercices de crise, etc. Bon. Alors, pour construire une présentation à un COMEX ou à un conseil d'administration sur ces sujets-là, il faut bien se dire, quand on est en position de DSI, comme c'est mon cas, qu'on n'est soi-même pas un expert de la cybersécurité. Donc, il faut jouer la complémentarité maximale entre le DSI et le RSSI. Le DSI, il est soumis au RSSI pour ce qui est de la politique sécurité de l'entreprise et il doit la faire appliquer. Et en même temps, il doit faire confiance à son RSSI pour ce qui est de son expertise. Et à l'inverse, le RSSI, il doit être embarqué dans les réflexions de l'entreprise, sur la stratégie de l'entreprise, sur la façon dont elle veut évoluer, et il doit s'en inspirer pour faire évoluer ses politiques de sécurité. Donc il y a une question de confiance entre le DSI et le RSSI qui est centrale pour arriver à remonter à des COMEX ou à des conseils d'administration des informations de bon niveau qui permettent à la fois aux personnes en face de savoir qu'ils ont face à eux des gens qui comprennent les problématiques stratégiques de l'entreprise, mais qui en même temps parlent avec un background d'expertise important et qui par ailleurs sont capables d'appréhender les problématiques des métiers qui sont autour d'eux. Et pour finir, j'ai envie de dire que lorsqu'on présente ce type de sujet à un COMEX ou à un conseil d'administration, il faut vraiment s'être auparavant décloisonné et être allé voir ce qui se passe autour. Il faut être en relation, pour ce qui est des grandes entreprises, avec l'administration, ANSSI ou autres. Il faut être en contact avec d'autres grandes entreprises de cette nature. Et ce sont tous ces éléments-là qui permettent de construire une crédibilité dans le discours qu'on peut amener et faire en sorte que derrière, une fois que le COMEX est accroché et que le conseil d'administration est accroché, ils disent « mais c'est important ce que vous nous avez dit » et ils demandent à vous revoir.
c'est comme ça que maintenant, j'ai des petits rendez-vous réguliers qui sont programmés avec nos instances dirigeantes. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots sur l'expérience qui m'est personnelle pour ce type de relation. Bon, merci à toutes et à tous. Merci à vous. Et puis, bonne fin d'après-midi.